Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein d'ado, bienvenue chez nous, l'émission qui parle de vous, de vos ados et de tout ce qu'on peut faire avec nos jeunes. Avec moi, Dan Semama. Dan, bonjour. Bonjour. Alors Dan, c'est un invité un peu spécial, un peu exceptionnel, parce qu'il était déjà venu à un moment faire une courte apparition dans une émission, mais aujourd'hui on va creuser un peu avec lui. Dan est sous-directeur d'une école à Petah Tikva, c'est ça? Ouais, je suis responsable de développement et recherche à Kfar HaNoar Amit Petah Tikva. Oh là, alors tu vas nous raconter tout ça dans quelques instants. Mais si j'ai invité Dan aujourd'hui, c'est parce que je veux traiter d'un sujet absolument vital, à mon avis, pour l'école. L'avenir de l'école. L'école, chaque année, est remise en question. On en discute. Est-ce qu'il faut encore l'école? Est-ce qu'il ne faut pas la changer à l'ère de l'interactif, d'Internet? Quels sont les changements? Mais c'est bien de vouloir changer des fois des choses, mais on peut faire mieux ou pire. Comment on fait un système qui est meilleur, qui est plus adapté aux besoins de l'enfant, qui redonne de l'envie aux enfants? C'est le système sur lequel Dan a travaillé, il va nous en parler. Mais avant de rentrer dans cette sugia, Dan a été lui-même un Olé Hadash. Donc avant de rentrer dans cette problématique, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qui il était. Donc Dan, qui était Dan Semama petit? Je suis né à Paris, j'ai fait mon aliyah à l'âge de 6 ans et 3 mois exacts. Mes parents ont pris la meilleure décision pour un Olé Hadash. De toute façon, ils t'ont pas demandé ton avis. Donc non, ils n'ont pas demandé mon avis. Mais au lieu d'aller au Merkaz Klita à Jérusalem, à Armon Nativ, ils ont choisi un quartier où il n'y avait aucun francophone. Et on a habité dans un bâtiment rempli d'Israéliens. Et après 2-3 mois, j'étais obligé d'apprendre l'hébreu. Je savais parler l'hébreu. Ils m'ont mis dans une école qu'il n'y avait aucun francophone aussi. Attends une seconde, alors tu vas m'expliquer, parce que moi, je vois des francophones toute l'année, ils me disent, mon fils, après 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne parle pas encore bien hébreu, il n'a pas reçu toutes ses heures d'Ulpan, et toi, tu me dis, si on jette un Israélien, un jeune Français dans une école israélienne, 2-3 mois après, toi, tu étais peut-être doué, 6 mois après, il parle. C'est mon expérience, parce que j'étais dans une classe, et ma prof, je me rappelle son nom jusqu'à aujourd'hui, Amora Bella, elle n'arrête pas de poser une question. Et je ne comprenais rien. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. J'ai 30 ans aujourd'hui. Je me rappelle encore à l'âge de 6 ans et demi que je la regardais. Je ne comprenais rien. Elle me posait la question. Pour moi, c'était du bruit. Et ça m'énervait un peu quand même. J'ai appris le premier mot que j'ai appris en Israël, c'est maspik. Ah, maspik. Maspik. Dai, maspik. Parce qu'il te plaisait, il avait un bon son. Je ne sais pas, mon père raconte jusqu'à aujourd'hui que j'aimais crier ça sur des étrangers. Ah, maspik. Maspik. Et après quelques mois, j'étais obligé d'apprendre l'hébreu. Alors j'ai appris l'hébreu. J'avais rien que des Israéliens autour de moi. Tu me racontais d'ailleurs dans ton école, là où tu as un élève comme ça et qui a appris super vite aussi, qui s'est La intégré. meilleure intégration que j'ai vue d'un Olé Hadash de tous les... Dans tous les temps, le champion du monde. Ouais. Il est venu, il savait aucun mot. Donc j'étais à l'école. Il connaissait personne, il connaissait même pas un mot en hébreu, enfin, peut-être shalom, mais... Je l'ai pris, écoute, tu vois tes copains, ce qu'ils font maintenant, tu fais avec eux. On va te poser des questions, montre-nous que tu comprends pas, c'est pas grave. Et chaque fois que tu as un problème, tu viens chez moi, mais après quelques mois, il parle l'hébreu. Aujourd'hui, il est bénévole dans les sauvetages israéliens. Il a un rêve d'aller dans une unité de sauvetage à l'armée. Il parle l'hébreu très facilement. Moi, j'ai une vieille théorie qui dit que si on arrive à utiliser ou à exploiter 10%, 20% du potentiel de nos ados, on est bon, parce que très souvent, on passe à côté d'énormément de potentiel. Je pense que ça dépend du contexte, mais quand ils sont motivés et qu'ils ont envie, ils sont capables de faire des choses qu'on ne voit pas. Moi, j'ai un cadeau. Quand j'ai reçu un cadeau, que je travaille dans l'éducation avec ce qu'on appelle en Israël Noar Besikoun. J'imagine que c'est jeunesse en danger. Ouais, d'accord, en difficulté. En difficulté. Limite danger. Ouais. Et il y a une chose qui correspond à tous ces jeunes-là, c'est que personne croit en eux. S'ils vont échouer leur bac, s'ils réussissent, c'est une grande histoire de réussite. C'est pas quelque chose de simple. Eux-mêmes, d'ailleurs, ils croient plus en eux au bout d'un moment. Ouais. Eux-mêmes, ils ont de sérieux doutes. Et nos élèves, ils arrivent à un point où que tout soudain, ils se réveillent, ils disent « Ah, je suis capable de faire.
J'arrive à le faire. Alors, Et on va voir comment on amène un Ouais. enfant qui pense qu'il n'a aucune chance, et vu que la société pense la même chose, à réussir Ouais. à faire des choses et avoir une chance dans la vie. Et pour ça, on va revenir un peu à toi. Ouais. Donc, à l'époque où tu es arrivé, tu es à un âge qui est considéré comme un bon âge pour faire ça à l'IA, parce qu'a priori, c'est un âge où tu vas pas te poser trop de questions. Ouais. Tu vas prendre ce qu'il y a dans la classe et tu vas apprendre. Alors, comment ça s'est passé pour toi, à part la Morabella, juste après? Dès que j'ai appris l'hébreu, j'ai passé les mêmes étapes que tous les élèves israéliens. Je n'avais pas reçu de sh'ot ulpan, des heures spéciales pour étudier. Je ne sais pas si ça existait à mon époque. Je ne me rappelle plus du tout. Mais ce qu'il y avait, c'est que il y avait le plus grand problème, ce n'était pas avec moi ni avec les élèves, c'était plutôt la correspondance entre l'école et mes parents. Ok. Parce que je faisais un peu... Je me bagarrais un peu avec des enfants. Et quand mes parents venaient, surtout mon père, venait à l'école pour parler avec le directeur, il ne comprenait rien encore. Il venait de faire son alia, il ne comprenait pas encore l'hébreu. Et je me rappelle, il y avait un certain rage dans moi. Quand je regardais mon père qui se faisait crier par un directeur qui ne comprenait rien, je me voyais moi-même. Parce qu'il y a quelques années ou il y a quelques mois, c'était moi. Alors, comment on voit, c'est un regard qui est très intéressant, comment on voit ses parents quand nous, on est en train de s'intégrer, on commence à comprendre le monde israélien et on voit qu'ils restent en arrière. Ça prend du temps d'apprendre, d'accepter. Parce que... T'as envie, t'as fadir, t'as un peu honte de tes parents qui il y viennent, avait- qui il y avait des tu années... dis, je vais me faire repérer, moi j'ai réussi à effacer un peu ça. Des fois, ça se dévoile avec l'humour. L'humour. Quand mon père, des fois, venait à côté de mes copains, il essayait de raconter une blague. Et j'avais une honte. Parce que les Israéliens ne comprennent pas les blagues françaises. Il n'y a rien à faire. Ils restent tous avec la tête un peu comme ça. Ouais, ouais. Ah, Arshav Litzrok, maintenant il faut rigoler. Ouais, Et mon père, quand il faut rire. Et mon père, quand on le met dans un café à Natania en train de raconter cette histoire, il devient le maître de la soirée. Et quand à côté de mes copains, ça devenait un peu honteux pour moi. Je me rappelle qu'il y avait une époque, j'avais très, très honte. J'essayais de les éloigner de mes copains. Et à l'école, j'étais comme un intermédiaire entre les parents et moi et l'école. C'est une étape pas facile pour un Olé Hadash, un jeune Olé Hadash. Ouais, pour les vieux, c'est pas tellement plus facile parce que nous, les conseillers, on arrive, on leur dit il faut être proactif en Israël, il faut aller voir le prof, il faut aller demander qu'est-ce qui se passe. Mais quand t'as pas la langue, tu fais comment quoi. Et les Israéliens aussi, ils ont pas tellement de patience pour essayer d'expliquer à tout le monde. Même à quelqu'un qui parle hébreu, smoch alay, crois en compte sur moi. Confiance en moi et arrête de me prendre la tête. Yeah, besser. Ok. Alors toi, tu dis qu'en tant qu'enfant, toi, ça te plaisait, ça t'a plu Israël tout de suite, t'es rentré un peu, ou ça t'a mis aussi un temps d'adaptation? La vérité, j'avais quelques problèmes comme enfant, mais je crois pas que C'était pas lié à c'était pas la LIA. Des problèmes d'un enfant. Ouais, j'étais un peu violent des fois, mais bon, je crois pas que c'est... Ça fait 2 fois que tu reviens sur ça. On va commencer à ouvrir ton dossier. La police. Ça va être grave, ça. Mais je suis devenu... Tu t'es calmé depuis? T'as arrêté de taper tout le monde ou c'est une rage intérieure. Non, c'est juste pour savoir si je vais m'en prendre une au milieu de l'émission. Mais... c'est plutôt... je crois que je suis devenu israélien assez vite, assez rapidement. J'ai compris la culture assez rapidement parce que j'avais aucun intérêt de rester français où j'étais. J'étais entouré par des Israéliens. Mais la plus grande difficulté, c'est la différence de culture plutôt que la différence de langue. Parce que j'ai appris la langue... Donne-moi un exemple précis. Comme les blagues. Les Israéliens, ils ont pas de patience. Mon père, jusqu'à aujourd'hui, la conduite israélienne peut le rendre fou. Malgré qu'il est là plus que 20 ans, il n'en peut plus des fois des conducteurs israéliens. Merci, bonjour. Il y a certaines choses encore que, même que j'ai fait mon allié assez jeune, j'aimerais bien recevoir un petit bonjour ou un merci, ou s'il vous plaît, de temps en temps. Mais bon, je me suis habitué, j'ai fait l'armée, c'est passé. Donc, on y vient puisque tu as touché à ça, tu grandis, tu arrives à l'âge, tu passes ton bac. Je passe mon bac, j'ai fait un internat à Mevaseret Zion. Horrible.
Mais c'était... c'est une école, je sais pas, je peux pas dire jusqu'à aujourd'hui, mais dans mon époque, c'était une école... Une prison? C'était pas une prison, non, c'était entre une prison et l'inverse complètement. Jusqu'à 6 heures du soir, on étudiait, c'était une petite prison, et depuis 6 heures du soir, le lendemain, c'était complètement la jungle. Il n'y avait personne qui nous soutenait ou qui vérifiait qu'on... Et là-bas, tu n'as pas du tout trouvé, tu n'as pas trouvé tes marques Non, pas tellement. Il y avait le bac à faire. Il faut étudier les maths, l'anglais. Ok, t'as fait. J'essaie de t'amener en fait vers le moment où on va voir, tu prends la décision de travailler dans le Khinour. Ah, c'est facile. Quand j'ai fini mon école, je ne sais pas comment ça marche dans les écoles françaises, mais l'école israélienne, il y a Menael Tichon. C'est le directeur, il est responsable du bac. Ok. Et après que j'ai parlé avec mon père, je lui ai dit que j'ai réussi malgré lui. Comme ça. Tu le voyais comme un obstacle. Et il voulait me jeter de tous les escaliers. Il a presque fait, je crois. Il avait le regard. Quand t'as pas honte de me parler comme ça. Mais j'ai gardé cette pensée-là dans moi quelques années quand j'ai étudié là-bas et je lui ai dit dans la fin et cette phrase. Et elle est restée en moi. Je voulais pas être éducateur quand j'ai fini le bac. Je suis rentré dans une yeshiva, j'ai étudié dans une yeshiva TSDR. Après, j'étais commandant de tank à l'armée. Mais quand j'ai fini mon service militaire, je suis revenu à la yeshiva. J'ai commencé à avoir un envie de rectifier mon expérience comme étudiant. Je voulais rectifier. Je ne savais pas comment le faire. La seule façon que je pouvais le faire, c'était d'être éducateur moi-même. Et j'ai étudié, j'ai fait mon diplôme en éducation. Et je suis rentré dans une école. Je suis rentré dans 2 écoles. Et la première année de mon travail, ça se dit en français stage? Alors oui, viens, je vais t'arrêter avant, je vais garder ça pour la deuxième partie de l'émission, c'est qu'il y a 4 parties. Ton expérience dans l'école, on va garder ça. Je vais juste revenir un tout petit peu, avant de finir la première partie de notre émission ici, sur ce moment où tu vas décider. Il y a chez l'élève qui a eu des difficultés ou qui s'est heurté des fois à des éducateurs un peu durs. Il y a effectivement ces 2 tendances. Soit je me sauve, je ne veux plus avoir affaire à l'école. Ouais. Soit je veux boucler un peu la boucle, terminer un truc que je sens que je suis passé à côté de quelque chose. Il y avait quelque chose qui c'est pas... Moi, je suis dans le genre de deuxième. La deuxième catégorie. La deuxième catégorie parce que je suis pas sorti d'école depuis l'âge de 6 ans. Ok. J'ai directement après l'armée. Yeshiva, c'est une genre d'école comme ça. Alors j'étais directement après que j'ai fini la yeshiva, j'ai commencé à enseigner. Et pour moi, c'est vraiment la façon de rectifier mon expérience. Tu pensais qu'à l'école, on peut mieux faire que ce qu'il y a aujourd'hui? Il y avait des choses à régler, il y avait des choses à arranger. Cette pensée, elle me gère jusqu'à aujourd'hui dans mon travail. D'accord. Je cherche toujours comment on peut faire un peu mieux. Des fois, ça embête les gens autour de moi, mais bon, c'est mon boulot aujourd'hui. Alors, on va en reparler tout de suite. On te laisse et on te retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de Plein d'ado. Plein d'ado, deuxième partie, avec Dan Samama, et qui va maintenant nous parler de son expérience d'éducateur. Alors, j'étais en train de te poser une question. Quand on a été à l'école et qu'on n'a pas eu une expérience ou un souvenir de l'école extraordinaire, comme une expérience qui t'a construit, etc., toi, tu avais plutôt l'impression d'être passé des fois à côté de choses. On peut avoir une ambition, effectivement, pour les élèves qui sont à l'école en disant on peut faire mieux, on peut tirer encore mieux d'eux, on peut arriver à une meilleure entente, une meilleure relation. Mais comme tu l'as dit, ça s'invente pas. Comment on se forme à ça? Quand un nouveau éducateur commence son boulot en Israël, son trajet comme éducateur, c'est très dur de faire des changements. Parce qu'il y a une petite fierté comme ça. Parce que tu rentres dans une classe avec 40 élèves que tu ne connais pas. Je me rappellerai jusqu'à mon dernier jour, mon premier cours. Je suis arrivé à l'école, je voulais me préparer, alors je suis venu 1h30 d'avance. Et je savais exactement ce que je vais enseigner. Je rentre chez la secrétaire et je lui dis où sont les livres de sciences? Elle dit mais tu rigoles quoi? Bah oui, ils vont venir encore un mois.
Et j'ai commencé à transpirer. Alors j'ai dit, bon, je vais prendre mon livre, je vais essayer de faire des photocopies. Toute une histoire qui m'a pris plus qu'1 heure et demie. Je suis rentré un peu en retard à la classe où je devais enseigner. J'ai tapé sur la porte, j'ai dit, je suis désolé que je suis en retard. Et le professeur principal, il me regarde et me dit, mais on va pas enseigner la science le premier journée de l'école. Ça va, calme-toi. Ouais. Du calme. Je t'appelle Mais quand j'ai personne besoin de t'avait toi. préparé, il n'y a pas Non, rien une du tout. formation, il n'y a pas Rien quelqu'un du qui tout. te prend par la main, Rien une du espèce de guide. Grâce à cette expérience-là, chaque nouveau professeur chez nous à l'école, il a reçu. Je lui ai expliqué. Une préparation, Une maintenant. préparation mentale avant de commencer d'enseigner. Mais je suis rentré j'ai travaillé dans 2 écoles. Une école où c'est les meilleurs élèves, que tout le monde veut faire leur bac, et ils veulent être à l'université et tout ça. L'autre école où je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Personne Ils s'en ne foutent. pense qu'il va Ouais. arriver jusqu'au bac obligatoirement. Il y a 2 genres. Il y en a Ouais. qui disent que moi, je vais jamais réussir. Alors, c'est déjà décidé pour moi parce que je viens d'une famille un peu Problématique. problématique. etc. Je ne vais pas devenir un étudiant à l'université ou un ingénieur. Les deuxièmes, ils ne savent pas. Ils ont une obscurité dans le futur. Si tu leur poses la question, C'est pas clair. Ils n'arrivent pas à se projeter du tout dans un non, futur. ils n'arrivent pas à avancer plus qu'un mois à l'avance. Ouais. C'est trop dur pour Ça eux. arrive à beaucoup d'adolescents, ça, Ouais. hein, Ouais. le manque de capacité de se projeter. Alors- Moi, je veux revenir à toi et je vais rentrer un peu dans la tête du nouveau professeur qui rentre. Alors toi, tu étais arrivé, on a vu, en disant non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, faut changer des choses, on peut communiquer différemment avec les élèves. Comment les élèves t'ont regardé le premier jour en disant comment on va manger le nouveau, à quelle sauce on va le manger? J'ai écouté un conseil à un copain à moi et je suis rentré assez sévère au premier cours. Aujourd'hui, j'utilise plus cette méthode. Quand je vois des nouveaux élèves, j'utilise plus cette méthode d'être sévère ou de leur faire un peu peur. J'ai commencé mes premières années, je levais ma voix un peu. Aujourd'hui, je ne lève pas ma voix du tout. Je n'utilise pas ma voix comme Ok. un outil. Je crie sur personne, je m'énerve pas. Je regarde les élèves m'embêtent pas à moi. Peut-être ils veulent pas étudier ce que j'essaie de les enseigner, mais c'est rien. C'est pas personnel. C'est pas- Mais quand j'ai commencé, ils m'ont dit ouais, tu rentres dans la classe, faut être sévère, faut être sérieux. Tu leur donnes. Comme ça, c'est tous les éducateurs qui sont dans les premiers trucs. Laisse-toi pousser de la moustache, ça donne un air un peu sérieux. Ouais. Mais à l'armée, c'est la même chose. L'histoire de distance. Garde surtout ta distance, pas de familiarité, sinon ils vont te bouffer. Et plus tard, on lâchera avec un tas de techniques. Il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une méthode pour tous Ouais. les éducateurs. Il y a une du méthode monde. qui convient à toi. Et ce Il sera y a une toujours- méthode que j'ai découvert, que je rentre dans la classe, je leur montre que la première chose que je leur montre, c'est que je suis capable de sourire. Ils adorent ça. Je fais pas, j'ai l'air comme j'utilise ma taille, 1m87, 86, je rentre dans la classe, je leur montre que je suis pas comme les Israéliens, ils aiment Ouais. dire Un Anilo peu. Frère. Et en plus, tu avais un background de bagarreur et tout. Si Ouais. tu leur montres ton CV, ils s'arrêtent tout ça. Exactement. Mais je montre que je suis capable de sourire. Je montre que je suis un peu jeune dans mon esprit, même si j'ai commencé à l'âge de 23 ans à éduquer. Jouer le football américain. Alors ça, il y a un peu. des vieux éducateurs qui vont dire t'es fou, ne montre pas, ils vont te manger si tu montres tes défauts, tes trucs, Ah non, que tu pas du tout. rigoles. Pas du tout. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, peut-être ça correspond à les jeunes il y a 50 ans, mais aujourd'hui, quand je rentre dans une classe, je leur montre tout. Tout. Je leur raconte mon histoire de vie, je leur raconte En ce que fait, j'aime, ce que tu j'aime pas. présentes qui tu es, ton personnage, et c'est celui-là, et Parce que c'est ce que il je n'y demande a rien à cacher. C'est ce que je demande d'eux. Je peux pas m'asseoir avec un élève, une petite conversation comme ça, un sur un, et je lui dis, bon, dévoile-toi devant moi, raconte-moi tout sur ta vie, mais moi je te raconte, bah, attention, non, c'est personnel. Tout à fait. Pédagogiquement, c'est sûr que c'est juste. Ouais. Moi, je vais m'intéresser au second lycée, à celui où les élèves n'ont pas vraiment d'espoir, n'ont pas vraiment d'horizon, et se disent, bon... Ouais, ça a pris presque. Je vais à l'école parce que c'est obligatoire, mais si je pouvais... Ouais, ça a pris 3 ans de réussir, de commencer un changement. Je suis venu après 3 ans que j'étais 1 an professeur de sciences et 2 ans professeur principal aussi. Je suis rentré chez le directeur de l'école. Je lui ai dit, écoute, il faut faire un changement parce que la façon dont on enseigne, elle détruit tout le reste.
Parce que les enfants ils peuvent être très contents de venir ici parce qu'on leur donne des cours de guitare et et il y a beaucoup de football, il y a le gazon dehors où qu'on peut jouer, où qu'on peut parler. Mais dès qu'on rentre dans la classe, ça devient sévère, ça devient sec et les enfants, ils en peuvent plus de ça. Mais en Alors, général, quand un professeur arrive avec ce genre d'idée, on dit qu'est-ce qu'il a le petit nouveau, parce que même si tu avais 1 an comme ci et 2 ans comme ça, tu restes quand même un novice. Il y a des types qui ont 30 ans, ma retraite dans le système. Ça a l'air un peu prétentieux. Depuis 2000 ans, on va à l'école, on s'assoit sur des bancs, des trucs. Et c'est exactement pourquoi faut... c'est exactement la raison où on doit changer. Parce que si je montre, tout le monde sait que si on voit une voiture il y a 100 ans, elle est complètement différente une petite Toyota aujourd'hui. Et la voiture la plus chère il y a 100 ans, elle tiendra rien du tout contre une petite Toyota aujourd'hui. Mais les classes sont restées les mêmes. Le problème, tu sais, que j'étais jeune. Non, pas seulement. C'est que quand tu veux faire évoluer quelque chose, c'est aussi une critique de ce qu'il y a de l'existant. Or, l'existant a été fait par des gens qui sont encore là. Alors, j'ai eu la chance d'être d'une école que se critiquait elle-même. Ah. Parce que quand on travaille avec ce genre de jeunes, il y a beaucoup de fois un sentiment qu'on est en train de gratter la surface. Il y a quelque chose qu'on rate. Parce que les enfants, ils ne veulent pas étudier. On est dans une école. Ils se sentent bien ici. Ils ne veulent pas partir de l'école. Mais ils n'étudient pas beaucoup. Alors, quand j'ai réalisé ça, j'ai vu qu'il y avait encore des professeurs qui comprenaient cette chose. Mais il faut beaucoup d'énergie pour faire un changement comme ça. Et puis, il faut faire un diagnostic aussi qui soit exact. Parce que tu peux dire, il y a un problème, mais va mettre le doigt sur le problème exact. Alors, j'aime dire que je suis un maître de l'échec. Parce que je travaille 7 ans dans l'éducation. J'ai essayé des dizaines de méthodes. L'année dernière, on a trouvé une méthode qui fonctionne pour nos élèves, mais ça nous a pris beaucoup de temps. Ça nous a pris des années de travail pour chercher qu'est-ce qui leur fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va les attirer. Donne-nous 1 ou 2 bons exemples d'échecs cuisants, des choses que tu as essayées, ça s'est éclaté par terre. J'ai essayé de former Nifreret Morim, c'est-à-dire une genre d'équipe de professeurs qui veut étudier. Ah, les incorruptibles des professeurs. Ils veulent étudier ensemble et chercher... Et regarder, chacun devait observer l'autre en train d'enseigner. Et comme je ne pouvais pas contrôler ce qu'ils disent, il y avait beaucoup de critiques à leurs copains ou copines. Ça s'est explosé après 3 mois, où que les gens ils n'en pouvaient plus. Ils n'arrêtent pas de me dire des mauvaises choses sur comment j'ai dû. Enfin, ça a été un grand échec. Que ça a pris quelques mois de me taire avant que j'ai proposé la prochaine chose. On a ouvert un centre d'éducation où il y avait beaucoup de cours un peu privés, des petits groupes de 1 élève jusqu'à 5 élèves. C'était sympathique, mais c'est devenu un peu... Des fois, quand tu fais un changement éducatif, il faut faire attention que tu ne donnes pas une ouverture à des profs qui veulent se reposer au lieu de Ah oui, d'accord, tu as attiré tous les profs qui se sont dit, tiens, entre 1 et 5 élèves... Non, pas tous les profs, mais j'ai attiré quelques profs entre 1 et 5 élèves, je vais pouvoir me reposer. Il leur donnait des petites feuillettes, allez, écrit, et pendant ce temps dans le portable. J'ai compris qu'il faut faire... Je croyais qu'il fallait changer les petites choses. Dans la fin, on a complètement tout changé. On a décidé de avant faire de voir le changement que tu as rentré, j'avais une question préliminaire. Pour faire des changements, il faut des profs qui soient ouverts au changement, il faut aller même plus loin. Ouais. Il faut des mecs un peu originaux, qui sortent un peu des sentiers battus. Je ne sais pas comment le dire en français, mais sroutim, c'est ça le mot. Ça, tu vas encore plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont carrément... qui ont carrément un petit défaut de fabrication, un peu foufou comme ça. Ouais. Parce que pour faire le projet, j'ai choisi 2 professeurs principaux qui me joignent avec une prof de maths et les 3 ils étaient jeunes et un peu fous. Ouais, pour faire des changements comme ça, aujourd'hui on fait quelque chose, mais ça marche pas. Alors demain, on change complètement le système. C'est sûr qu'en tout cas, ils ont plus de chances de plaire aux élèves, parce que les élèves, ils ont tellement l'habitude du truc monolithique, le prof, qui ressemble à un prof qui vient faire son cours, que s'ils voient des originaux un peu rentrer, déjà, t'as gagné de l'attention déjà. Il y a une chose que les élèves regardent qu'on savait pas qu'ils regardent, c'est aussi les relations entre les professeurs.
Parce que eux, ils ont toujours, nous, on est en train d'observer leur relation. Qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi vous vous bagarrez. Mais ils aiment nous regarder aussi. Et quand on va en parler bientôt, mais dans nos projets, les professeurs ils étaient toujours à côté des élèves. Et ils regardaient comment on se parle. Et cette année, j'ai une petite anecdote que j'ai changé de portable et j'ai acheté un nouveau. Et j'avais mon ancien portable qui allait mourir, mais mon copain, l'autre professeur qui était à côté de moi, il avait besoin de portable. Je lui ai donné mon ancien. Sans faire attention, je l'ai fait devant les élèves. Et ils en ont parlé pendant des semaines. T'as donné un portable à ton copain. Et je ne sais pas s'il y a une correspondance à ça. Mais 2 semaines après, un des élèves a proposé qu'on fait Matan Basseter. C'est-à-dire on donne, si quelqu'un n'a pas besoin de quelque chose, peut-être il peut le mettre dans une boîte. Et si quelqu'un d'autre a besoin, il peut l'apprendre. Enfin, il y a quelque chose là-bas qui... Non, mais c'est sûr que ce point que tu as soulevé, il est très fort. Moi, j'avais reçu, je me rappelle, des parents qui étaient venus m'emmener un adolescent qui était compliqué. Et eux, ils disaient, ils nous parlent très mal. Et à un moment de la conversation, le père dit un truc à la mère, il dit, mais arrête tes folies et tes trucs et tout. Et l'enfant avait fait une remarque en disant, c'est moi qui parle très mal, regardez comment il se parle. Et effectivement, l'enfant observe toujours et regarde. Nous, on dit, on va essayer de voir comment... Mais lui, il est sans cesse en observation du professeur, des relations entre les professeurs. Et lui aussi, il a sa théorie, ce qu'il faudrait faire pour que les professeurs aillent mieux. C'est pas que la relation, c'est aussi... C'est l'exemple, mais vrai. C'est un vrai exemple. Parce que des fois, dans les écoles, quand on dit qu'il faut donner un exemple aux élèves, c'est un moitié exemple. Ouais. Je connais des écoles où ils disent les filles ont besoin d'avoir une jupe longue jusqu'à le parterre. Mais les profs, elles peuvent venir comme qu'elles veulent. Tu peux pas venir avec... Il faut venir avec un t-shirt, avec le symbole de l'école. Et le professeur peut venir avec ce qu'il veut. S'il veut venir avec une guitare, guitare imprimée sur son t-shirt, il peut le faire, il est prof. Maintenant, si tu peux m'aider à traduire quelque chose. On a écrit chez nous dans l'école sur un des murs « Kol ha-metzupe mitalmidim, metzupe mimorim ». « Kol ha-meufshar letalmidim, meufshar lemorim ». Tu peux essayer de me traduire ça? Attends, recommence. Kol ha-metzupe mitalmidim, metzupe mimorim. Tout ce qu'on attend des élèves, on doit l'attendre un peu aussi des professeurs. Et kol ha-meufshar letalmidim, meufshar lemorim. Et tout ce qui est permis aux talmidim et aux élèves, il est permis aussi aux enseignants. On a marqué ça sur un mur, on a marqué Ikaron al, le principal des principales. Viens, on va faire une pause, on va se concentrer, on va revenir sur cette façon de penser, parce qu'on va s'apercevoir que tu as dû en rencontrer. Il y a des oppositions même à ce genre de principe, avec des gens qui vont dire ça va pas, quoi. Moi je suis moré. On va en parler tout de suite, on se retrouve dans la 3e partie de Plein Lado tout de suite. On se retrouve sur ta citation où tu as expliqué que vous avez tenu à faire ce truc-là. Attention, l'exemple personnel doit être un vrai exemple. Quand le prof il dit quelque chose, il est crédible. Il ne peut pas dire quoi, tu es avec des filles, etc. Et qu'on retrouve le prof à la plage l'après-midi avec 12 filles qui vont se baigner avec lui. On attend un minimum du professeur et dans l'école et même à l'extérieur qu'il soit crédible, que quand il dit quelque chose, c'est un principe de vie chez lui. C'est pas juste un principe à sortir à l'école. Et ça change complètement la façon que l'école demande, de ce que l'école demande des élèves. Parce que quand je te dis, si tu veux demander ça de l'élève, tu dois te le demander à toi-même, ça change complètement. Maintenant, les professeurs sont en train de regarder, maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on va demander des élèves. Il y a eu des profs qui ont commencé à réfléchir sur eux-mêmes en disant, attends, est-ce que je suis BCDR en général? Beaucoup de profs ont commencé à étudier de nouvelles choses. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Okay. Parce qu'on demande des élèves, si vous avez du temps, les élèves chez nous peuvent choisir ce qu'ils veulent étudier. Et ici, ils ont un temps libre, on ne leur demande pas, on ne les oblige pas, mais on dit « j'aimerais bien te voir étudier, c'est pour toi ». Mais si le prof a un moment libre aussi... Et qui prend son téléphone et qui joue pour que l'enfant ferait autre chose. Comme que les professeurs ont commencé à étudier de nouvelles choses. Et ils ont ouvert un ordinateur, ils ont ouvert un livre, on a construit une très grande bibliothèque avec des livres pour les élèves et aussi pour les professeurs. Des livres qui parlent d'éducation ou des livres d'origami aussi. D'accord. Et bien, on plonge directement au cœur du projet. Tu es arrivé à un moment donné en disant bon, ça y est, je me suis planté dans l'histoire de la nifrérette horrible, de ce truc, je me suis planté.
Mais il va falloir s'approcher du problème, du cœur du problème, qui est les gosses n'écoutent pas les profs. Ils ne sont pas tournés vers eux, ils jouent au téléphone pendant que... Quelle solution tu as proposée et quand ça a commencé à marcher un peu? On a trouvé que ça, c'est pas le cœur. Ah, alors c'est quoi le cœur de problématique? C'était un signe du cœur. D'accord, c'est un symptôme. Un symptôme. Les élèves n'écoutent pas parce qu'il y a quelque chose qui les dérange. Il y avait un truc qui les Il y a dérangeait. quelque chose, on ne savait pas encore quoi. Mais on a dit que si on continue d'enseigner comme une école classique, on va recevoir les mêmes symptômes. Alors on a complètement nettoyé la table et on a dit, on n'étudie rien. OK? Et on attend. Pendant un moment, tabula rasa, Oui, exactement. on arrête d'étudier le temps de voir qu'est-ce qui va pas. C'est pas la peine de continuer à produire. Et on a cherché. Et alors, quand on a la feuille vide, la table complètement propre, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut que l'élève reçoive de l'école. Comment on regarde un élève qui sort d'ici? Attends une seconde. Il y a un truc qui va pas pour moi. Ouais. Parce que tu as l'air de le lancer comme si c'était logique. Comment, je sais pas quand vous avez commencé, en 2015, tu arrives, tu dis on fait tabula rasa, on arrête d'étudier. Il n'y a personne qui accepte ça, ni les parents, ni les profs, ni Exactement. le ministre d'Achinour, Et personne n'a accepté. L'éducation. C'est pour ça qu'on a Tu dit... peux pas raconter ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on veut un but. On a dit, on veut un enfant qui choisit d'étudier, ok, et qu'il fait ça avec un certain joie. Ok. Et pour ça, il faut savoir ce que l'enfant veut, parce qu'il ne veut pas choisir de quelque chose qu'il ne veut pas. S'il veut choisir les maths, on lui donne les maths. S'il veut choisir l'anglais, on lui donne l'anglais. Parce que le but, ce n'est pas le bac. Le but, ce n'est pas l'université. Le but, c'est quelqu'un qui choisit d'étudier et qui le fait avec une joie. Parce que ça, c'est un élève qui restera un élève toute sa vie. Parce qu'être élève jusqu'à la fin du bac, la fin de l'université, il y en a qui diront que ce n'est pas juif. Il faut être étudiant toute la vie. Et quand on donne à quelqu'un le choix, ça change tout. Alors on a dit aux élèves, regardez, on a des profs de maths, on a des profs d'histoire, on a des profs d'hébreu, on a des profs d'anglais, ça c'est ce qu'on sait enseigner. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors aujourd'hui, il a dit, je veux construire des robots. Ok. Il y a un, il veut imprimer dans une imprimante 3D. Ok. Il y a un, il voulait étudier des langues, il y a un, il voulait être footballeur. Et on a essayé de rentrer le plus possible de choix avec tout ce que les élèves voulaient. Comment on fait ça dans une école? C'est rigide, une école. Il y a des règles, il y a un programme, il y a des profs qui connaissent des matières spécifiques. Alors, d'abord, c'est pour ça qu'il fallait choisir des professeurs un peu différents, qui sont capables de dire, bon, ok, alors j'enseigne pas ça, j'enseigne l'hébreu, je vais me débrouiller. C'est un peu dur. Maintenant, quand le projet a un peu évolué, et maintenant il y a beaucoup plus de classes qui participent au projet, c'est un peu plus difficile à faire. Mais quand on a commencé, d'abord on a posé la question aux élèves, qu'est-ce que vous voulez? Et après quelques mois, deux mois et demi comme ça, on a fait une Melia, c'est une conférence qu'on faisait une fois par semaine, tous les élèves. D'accord, grande assemblée. Étaient assis. Après 2 mois et demi qu'on leur a expliqué, ici on fait ce qu'on choisit. On peut pas. On avait une règle très, très, très stricte. On ne sort pas du merchavim, de l'espace où qu'on est. Mais dans l'espace, on peut choisir ce qu'on veut étudier. Et il y a un élève qui s'est levé. Et il a dit, on peut pas ne pas étudier l'anglais, les maths et l'hébreu. Comment on va faire notre bac après? Alors, on a dit, si vous voulez que l'hébreu, l'hébreu, anglais et maths sont des cours chovad, des cours obligatoires, il fallait lever votre main. Et 90% des élèves ont levé leur main. Mais eux, ils ont choisi. Maintenant, les 10% qu'ils n'ont pas choisi, quand ils ne voulaient pas étudier après, c'était plus comment tu rentres pas dans l'école, dans le cours. C'était plus un conflit entre le professeur et l'élève. Je me trouvais en train de dire une chose. C'est vous qui en choisi. C'est pas moi. Moi, je vous ai donné le choix. Vous avez choisi que ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire, toi, ce que tu nous expliques, c'est rien que le fait de donner le choix, ça transformait les... Ils ne pouvaient plus venir Betana, ils ne pouvaient plus discuter en disant mais moi, on me force, on m'oblige. Ça change complètement. La fin de l'année, il y a fin de juin, il y avait une conférence de parents-élèves. Et on a changé complètement. On a dit que dans les conférences, dans les AC Photorim, ou que dans une classique réunion de parents, les parents arrivent avec un enfant un peu effrayé et ils s'assoivent devant un professeur. Le professeur il explique ce qui se passe dans la classe. On dit non, pourquoi?
on va prendre l'élève, les parents et les professeurs, on vient le visiter lui. Lui, il est derrière le bureau. Et il s'assoit et dit, voilà, c'est ce que j'ai étudié cette année. En hébreu, j'ai fait ça. En anglais, j'ai fait ça. Regardez ce que mon robot est capable de faire. J'ai imprimé dans l'imprimante 3D et j'ai lu 4-5 romans ici. J'ai écrit quelque chose en anglais. Tout devant, il montre à tout le monde. Les parents étaient... Comment les parents ont accueilli ça? Parce que les parents, des fois, ils savent pas trop. Eux aussi, ils ont été élevés dans le système. Voilà, encore un intérêt de mon école. Les parents de majorité de mes élèves, ou qui croient en nous aux yeux fermés parce qu'ils savent le travail qu'on fait avec leurs enfants, ou qui travaillent tellement dur dans leur vie qu'ils n'ont pas le temps. Ni de savoir ce qui se passait avant, ni de savoir ce qui se passe Donc, maintenant. ils t'ont laissé Et des fois, il y a aussi le barrière, tranquille. ouais, il y a la barrière de langue aussi un peu qui est un peu difficile. Mais quand ils ont vu les résultats que leurs enfants ont fait, ils croyaient pas leurs yeux. Pourquoi la barrière de la langue? Parle-moi un peu de la population qui fréquente l'établissement. La majorité, on peut dire 80% de nos élèves ont une vie pas facile. Ok. 20%, c'est la moyenne, comme ça. On n'a pas d'élèves Quand riches. tu dis pas facile, ça va même loin. Ouais. T'as Ouais, des très, enfants très, avec le père en prison. Ouais, très loin. Ça peut arriver loin. Ouais. On a entre 30 et 40% de Olim Khadashim d'Éthiopie. Et le reste est mélangé. De toute la carte israélienne un peu. On a moitié internat, moitié externe. Il y en a qui viennent de Eilat, et il y en a qui viennent de Netivot, et il y en a qui viennent de Kiryat Shmona. Et il y en a qui habitent à Petah Tikva et que tous les jours reviennent à leur maison. C'est très mélangé. C'est très différent. Chacun a son histoire. Chacun il a besoin d'un professeur qui le comprend et qui comprend son histoire. J'avais un élève que pendant 2 semaines, il était déchaîné complètement et personne ne comprenait. Un jour, il m'appelle, il me dit, tu sais, j'ai pas où dormir déjà 2 semaines. Je dis, pourquoi? Parce que mes parents, ils ont trouvé un ticket assez pas cher pour aller visiter leur famille. Je me rappelle plus où. Et ils sont partis. Alors, je sais pas où dormir. La maison. Ouais, alors quand tu entends une histoire comme ça, tu te poses 2 questions. Alors, pourquoi je sais rien que maintenant? Et ça a changé complètement la façon dont on parle aux élèves. Et je vais t'expliquer bientôt. Et la deuxième, c'est pas une question, c'est plutôt... Il faut qu'on comprend des fois que dans le... Comment on dit? Des klaïm, un hora klaïm. Dans les coulisses. Dans les coulisses, il y a une histoire beaucoup plus obscure et effrayante de ce qu'on croit. Des fois, on va bon, il étudie ici, il a une vie assez difficile. Des fois, c'est beaucoup plus grave de ce qu'on croit. Et ça influence facilement. Il y a un prof de sport chez nous, dans une conférence de professeurs un jour. On a parlé d'un élève et j'ai raconté mon histoire que je savais sur cet élève-là. Il a dit une chose très simple. Mais comment vous voulez qu'il étudie? C'est impossible. Si un de nous, les adultes, a des problèmes dans sa famille ou des problèmes financiers, il ne fonctionne pas. Alors pourquoi un élève de 14 ans, il est obligé d'étudier les maths et l'anglais et l'hébreu parfaitement pendant 8 heures par jour, pendant qu'il a une histoire tellement difficile? Effectivement, là, ce que tu disais sur le choix, même si tu as une vie difficile, même si tu as des choses difficiles, si tu as choisi, c'est pas pareil. C'est toi qui veux. Oui. Donc, donnez-moi... Parce qu'il y a une bataille contre le système. Surtout des jeunes comme ça. Le système n'est pas positif. La police je sais pas, ils comprennent pas tellement la politique, mais ils croient que les lois, ils sont contre eux. Tout est un peu anti. Donc vous rentrez dans le même panier un peu à la base. Ouais. Si jamais tu ne sors pas, l'école, la police, les Bate Mishpat et les tribunaux et les trucs. J'ai 2 élèves à moi que je représente devant le tribunal. Enfin, pas comme un avocat, mais je viens, chaque fois ils m'appellent, il faut que j'explique leur progrès. Je me rappelle, le juge, il me connaît déjà, il me regarde et dit « Ah bon, ça va, je signe dès maintenant, ça va. Chez vous, les élèves, ils sont OK. » Mais on a vraiment changé la façon dont on parle. On a tous les matins, au lieu d'étudier, parce que 8h30 du matin, c'est la meilleure horaire d'étudier les maths, on a fait un changement. On n'étudie pas. On s'assoit, moi et mes élèves dans ma classe principale, on s'assoit en cercle et on parle de nous. Chacun à son tour. Il tient un petit objet, un totem, on appelle ça, et il raconte ce qu'il a fait hier, ce qu'il pense,
quelque chose qu'il veut dire. Des fois, il parle de Bibi, des fois, Il n'y il a parle pas de des profs qui sont Mangisto. arrivés en disant ouais, d'accord, c'est très bien tout ça, mais c'est de la philosophie. Il y a un programme à suivre, il y a des choses à apprendre. Ouais. On va Il y a accumuler beaucoup. du retard. La majorité des professeurs, surtout ceux-là qui doivent faire passer le bac aux élèves, ils ont un problème avec ça. C'est dur. Mais si on enlève le cynisme pour quelques minutes et on regarde les résultats, il y a quelque chose qui change. Parce que j'ai demandé à la directrice, envoie-moi le plus possible de professeurs, parce que des fois, il y a un de nous qui était malade, qui viennent remplacer chez nous dans le projet. Alors, ils viennent, ils s'assoient, et j'ai dit aux élèves, vous vous comportez complètement normalement. Vous ne faites pas de changement. Étudiez comme que vous savez étudier. Et il y avait beaucoup de professeurs qui se trouvaient sans rien faire. Parce qu'une fois, j'ai une prof qui est venue remplacer. Et elle n'était pas prof de maths, mais elle devait remplacer une prof de maths. Alors un des élèves a dit, bon, ok, ben, j'enseigne moi. Il a ouvert le site internet où qu'ils étudient, parce que c'était le meilleur étudiant de maths dans cette classe-là. Il leur a expliqué ce que lui, il a compris. Et ses copains, pas comme dans une classe classique, ils n'ont pas utilisé ça pour faire du bruit. Ils se sont dit, ah, on a un avantage, mais il y a quelqu'un qui peut nous enseigner quelque chose que nous, on a choisi d'étudier, mais non, on n'a pas compris. Et ils étaient assis pendant 45 minutes. Et quand la sonnerie de la Hafsaka, comment on dit Hafsaka ? Ouais, de la pause. De la pause a sonné, ils n'ont pas bougé. C'est la prof qui a bougé parce qu'elle elle devait aller boire Non, elle devait boire un verre à café, mais eux, ils ont dit, bon, attends, j'ai pas fini ma note. 2 secondes, je finis. Ou mon exercice, et après, je sors. Ok, alors on va faire nous aussi une petite pause, et tout de suite après, dernière partie, le temps il file un peu, dernière partie de Plein d'ado. Là, je vais te poser des questions sur les conclusions un peu déjà, et quelles sont les perspectives un peu que vous voyez dans l'école, comment développer ça. Plein d'ado, dernière partie avec Dan Samama. Alors, on était en train de permettre aux élèves de faire leur choix, voire d'enseigner, comme dans ta dernière histoire, où il y a un jeune qui décide de... on n'a pas l'habitude de ça. Ouais. On n'a pas l'habitude de ces histoires-là. Et donc, moi, quand tu me l'as raconté, tu me racontais, on se connaît depuis longtemps, tu me racontais les progrès, et j'ai voulu venir voir. Et j'avoue que j'ai été assez impressionné parce que tu m'avais expliqué la population un peu qui fréquentait l'établissement. Et quand j'ai fait le tour avec toi et qu'on est rentré dans les espaces, dans les classes, je m'attendais à voir une classe israélienne moyenne, c'est-à-dire avec des gens qui se lèvent, qui sortent, qui rentrent, qui vont aux toilettes, qui rient, qui parlent fort, qui jouent au téléphone. Or, j'ai eu l'impression presque de visiter ta deuxième école où tu avais commencé comme enseignant, une école un peu d'élite avec des gosses tout à fait disciplinés, sympas, dans le système. Comment vous avez réussi ça ? Quelle tête avaient les mêmes élèves il y a quelques années ? C'était très dur d'enseigner dans certaines classes qui sont maintenant le projet, mais avant n'étaient pas. J'ai enseigné dans la Kita Zain, je ne sais pas comment c'est. Kita Zain, c'est... Enfin, des jeunes de 12-13 ans. 5e. Ouais. Et j'enseignais là-bas la science. Et même moi, que j'ai assez de réussite dans notre école, j'arrivais pas à transmettre ce que je voulais enseigner aux élèves. J'arrivais pas. Il y avait trop de bruit, il y avait trop d'élèves. Non, aucun bruit. Il y avait quelque chose que quand ils sont assis là-bas, ils n'ont pas choisi de le faire, ils n'étudient pas. Ils te dérangent pas. Une espèce d'opposition comme ça interne. Tu sens qu'il y a une un mur. opposition, il y a peut-être un mur, il y a quelque chose dans le cerveau aussi qui est fermé. Parce que non, c'est pas pour moi ça. Mais quand on a fait... Cette année, j'ai enseigné physique, un cours de choix complètement. Il n'y avait aucun rapport entre ce qu'il fallait étudier, ce que le ministère de l'Éducation voulait qu'on étudie, parce que c'est pas vraiment intéressant pour eux, parce qu'il n'y a pas de chez nous... ils n'utilisent pas physique avancée après dans le bac, ils utilisent des autres métiers. Alors j'ai fait un cours pour le kiff, pour avoir de la connaissance un peu du monde, et j'ai enseigné la physique de premier diplôme à l'université, Toa Rishon. C'était pas... Mais je ne leur ai pas raconté. Si vous voulez, j'enseigne physique, venez. Et ils sont venus, et ils ont fait les exercices. Et quand on a fini l'année, j'ai dit, regardez le livre. Donc j'ai amené l'exercice, et ils ont vu l'université Tel Aviv, et ils ont vu Toa Rishon, et c'était fou furieux, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient capables.
Mais quelle différence entre les élèves l'année dernière qui n'arrivaient pas à sortir une note dans ce qu'il faut étudier à l'âge de 12-13 ans et aujourd'hui, à l'âge de ce que les jeunes de 20-21 ans sont en train d'étudier, ils ont réussi complètement. Il y a quelque chose qui a changé dans la façon dont ils rentrent au cours. Alors Dan, tu vas m'aider un peu même dans le projet que je monte. Moi, je monte un projet actuellement pédagogique qui parle de Chinour de l'intérieur, justement. Qui dit, si tu parles de l'extérieur, tu essaies de convaincre un gosse de passer ce fameux mur ou cette fameuse fermeture, tu n'as aucune chance. Il faut d'abord ouvrir quelque chose. Et une fois que tu es dedans, tu vas pouvoir changer des choses. Une fois que tu es accepté par l'enfant, toi, ta méthode d'éducation qu'il a choisie, etc., eh ben, tu n'as plus le même enfant devant toi. Dans une école classique, quand tu rentres, il y a un élève qui ne veut pas étudier une certaine matière, on essaye de le réveiller dans cette matière. Il n'aime pas étudier l'anglais, on essaye de le faire aimer l'anglais. Et on essaye qu'il aura la motivation d'étudier l'anglais avec l'anglais. Notre méthode est complètement différente. On montre à l'élève qu'il est capable d'étudier. Premièrement, il est capable. Et il y a quelque chose qui commence à s'allumer dedans. Ça s'appelle en hébreu motivatia pnimit, une motivation intérieure. Ok ? Et quand il découvre qu'il a une motivation intérieure pour faire une chose, il arrive à passer ce petit feu là, à une autre chose. Ça veut dire, les élèves qui ont découvert qu'ils aiment la musique, qu'ils aiment faire la guitare, qu'ils aiment chanter, qu'ils aiment étudier des langues, ou je sais pas, ou toutes les choses qu'ils peuvent choisir, ont réussi aussi après d'évoluer leurs notes en maths. Aucun rapport avec ce qu'ils ont choisi. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'enfant. L'enfant a compris qu'il est capable. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne comprend pas qu'il est capable. Parce que il était attaqué de tous les côtés. Il étudiait 45 minutes que ça et il ne réussit pas. Il passe 45 minutes après. Encore une fois, il n'a pas réussi. Il n'arrive pas à sentir « Ah, je sais faire quelque chose. » En fait, ce qui marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. C'est-à-dire, si un enfant, par exemple, ne réussit pas en maths, puis en langue, puis en histoire, ben, il va dire « Bon, je suis nul à l'école. Ouais. » Or, à contrario, si tu commences à réussir dans une matière, à sentir que tu es parmi les premiers, tu dis « Attends, mais pourquoi je n'arrive pas à amener ça dans les langues ou dans les maths ?» Et en fait, il y a effectivement une ouverture et même une influence de la réussite quelque part. Je vais te donner une petite anecdote. Moi, j'étais à l'armée, je faisais mes classes et je me rappelle, mes facdim me donnaient des notes pour tous les exercices. Le cours sur la grenade, le tir, machin. Moi, j'étais toujours dans le moyen, mauvais, comme ça. Ouais. Et puis un jour, ils se sont trompés, mais je savais pas. Ils ont mis la note et ils m'ont mis sur 3 exercices 100. Ben, j'ai dit, je m'améliore. Et il y a quelque chose à l'intérieur. Le temps qu'ils corrigent, ils ont mis 5 minutes à corriger. Je me suis trouvé bon et j'ai dit, attends, tu sais quoi? Moi, je croyais que j'étais nul. Je devrais faire un peu plus d'efforts en cours et tout. Et j'aurais 100 partout. Et il y a un truc très psychologique dans cette perception de je suis bon ou je suis mauvais aussi. J'avais une recherche sur pourquoi les élèves copient dans les examens. Ouais. Mais tu sais que c'est pas ta connaissance à toi, mais la note. Oui. Voir que le professeur a écrit 100, ça me donne, je suis capable. Même que j'ai étudié à rien du tout. Même que tu as copié, tu es quand même content d'avoir une bonne note. Une chose qu'on a fait cette année, c'est que toutes les fins de semaine, il y avait un petit examen qui ne correspondait pas à la note finale. Un petit examen pour que tu saches, toi, et pour que tu saches, toi, est-ce que tu as réussi de comprendre ce que tu as étudié cette semaine. Et comme c'est un peu de matière, il n'y a pas beaucoup à quoi étudier dans une semaine, il y a beaucoup d'élèves qui recevaient 90, 100, 80, et ils se sentaient beaucoup mieux. Ils revenaient la semaine d'après avec de l'énergie d'étudier encore. En fait, je suis moins nul que ce que je pensais. J'arrive. Oui, exactement. Quand on choisit, la porte s'ouvre. Et il faut dire quelque chose quand même. Il y a beaucoup de gens qui croient que quand on parle du choix, comme qu'ils n'ont pas de croyance en les enfants, ils ne croient pas, ça ne va pas changer parce que l'inverse, ils croient que les enfants vont choisir rien que le kiff et les jouets. Ça commence là-bas. Peut-être il y a certains élèves qui commencent par jouer toute la journée. Et une chose qu'on s'est promis à nous-mêmes, parce que pour les professeurs, des fois, c'est très dur de voir un élève en train de foutre rien. Et le rien lui dire. Quand tu tentes un projet, etc., tu dis, si quelqu'un filmait, il dirait, voilà, il faut rien vos élèves, ça l'ouvre. Ça m'est arrivé avec un directeur qui est venu, il a vu. Ça ne marche pas du tout. Regarde, ils sont en train de jouer, ils n'étudient pas. Je dis, oui, maintenant ils étudient, tu as raison. Et je leur dis rien parce que maintenant, ils ont choisi de jouer. Et encore
quelques minutes, tu vas voir, ils vont étudier. Si tu restes ici, tu vas les voir. Il y a beaucoup de professeurs qui sont venus voir parce qu'ils étaient un peu, comment on dit, sceptiques. Sceptiques. Parce qu'ils ne croyaient pas que les enfants vont choisir d'étudier. Et ils étaient choqués des résultats. Il n'y a plus de pression. Si tu n'étudies pas, je vais te donner une punition. Parce que dans la majorité des écoles, c'est comme ça. Tu n'étudies pas, bon, alors tu restes après l'école. De toute façon, aujourd'hui, c'est plus adapté. La société, les ordinateurs, etc., te donnent le choix dans tout. Tu choisis ton nom, tu choisis ta page, tu choisis le nom de ton site ou de ta page Facebook, etc. Choix. Tu choisis qui va être tes copains, qui va être pas. Or, l'école classique, tu arrives, on t'impose tout. Tes professeurs, tes horaires, tes machins, les règles de l'établissement. Tu n'as de choix dans rien. Et cette méthode-là de ne pas laisser les enfants choisir ne correspond pas au monde de travail. Il y a le professeur Ken Robinson, un éducateur anglais très, très connu. Et il a cité une recherche qu'encore 20 ans, 60% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeraient plus. 60% des métiers seront complètement neufs. On ne sait même pas ce que le boulot de nos enfants aux petits-enfants, mais on les enseigne comme il y a 200 ans. Qu'on avait besoin des ouvriers comme Charlie Chaplin, les temps modernes, on avait besoin d'un ouvrier, alors il fallait l'enseigner quelque chose. Voilà, exactement. Et on n'a pas changé ça. Mais il faut qu'on cherche les enfants, on leur donne une certaine indépendance, qu'ils savent étudier seuls. Et ils ne savent pas étudier seuls si le professeur est là-bas en train d'enseigner. Dan, on s'approche de la fin de l'émission. Donne-nous 2-3 conseils sur comment on doit regarder un enfant, un jeune qui commence à rentrer dans la préadolescence, dans l'adolescence. Comment on fait démarrer ce jeune-là de la bonne façon? Comment on en fait quelqu'un qui a une vraie chance dans l'avenir d'être un type fier de ce qu'il fait et content de ce qu'il réalise? Je crois que chez les adolescents, il faut que les parents ils comprennent quelque chose. Il y a un certain âge où que les enfants comprennent que leurs parents, c'est pas Wonder Woman et Superman. C'est fini. Parce que mon grand, il a 3 ans, je l'ai pris à la plage, il avait un peu peur, je lui ai dit, je vais te tenir, qu'est-ce que tu crois? Je vais me battre contre les requins pour toi. Et c'est pas la vérité. C'est pas que je suis un être humain. Mais à un certain âge, ça change. Et dès que les parents comprennent que les enfants sont en train de les observer 24 heures sur 24, ça change complètement le comportement. Parce que si le père maudit, il ne peut pas demander à ses enfants de ne pas maudire. Ça n'existe pas. L'exemple est toujours là et les enfants sont en train d'observer parce qu'ils cherchent, on peut dire, il y en a qui disent malheureusement, moi je trouve que c'est l'évolution de l'enfant, ils sont en train de chercher les failles chez les parents ou que leurs parents sont plus les parfaits qu'ils croyaient qu'avant parce que c'est comme ça qu'ils essayent de se rectifier à eux-mêmes. Ça c'est 1. 2, je répète, le choix. Même à la maison, on peut laisser aux enfants le choix. Chez les petits-enfants, on leur donne, tu veux te doucher maintenant, encore 5 minutes, ils ont une illusion de choix. Chez les adolescents, c'est un peu dur des fois, parce qu'un adolescent peut vous dire, je ne veux pas étudier. Ouais. Steve Jobs a dit la même chose, mais pas tout le monde sont Steve Jobs. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, s'est fait renvoyer à l'université, mais pas tout le monde sont Mark Zuckerberg. Alors, les parents ont une difficulté. Bon, t'es pas génie, mon petit-fils ou ma fille. Comment je vais te laisser sans ton bac? Mais il faut quand même essayer de trouver la façon comme parents, on laisse nos enfants choisir, même s'il y a un prix à payer. Parce que même nous, comme éducateurs, on a payé certains prix. On a vu des fruits très, très beaux, des très belles choses. Mais il y avait un prix à payer de temps en temps. La 3e chose, c'est de ne pas oublier que nous aussi, on était jeunes. Tous les éducateurs chez nous, je peux dire ça sur les professeurs dans mon projet, ils ont tous le sentiment, ils ont la bonne mémoire de leur jeunesse. Ils se rappellent c'était quoi d'être toute la journée en train d'être critiqué par les adultes, critiqué par le système, que si tu reçois un 90, tu sens que tout ton monde est 90, et si tu reçois un 40, tu crois que tout ton monde est 40. Même si ça n'a rien à faire avec la réalité. Dan, on approche de la fin de l'émission, on va bientôt clore. Une dernière question, où il sera Dan Samama dans 10 ans? Ça dépend à qui on pose la question. Si on pose la question à sa femme, il sera pilote de ligne chez elle. Ma femme croit que je vais mener un grand projet d'éducation. C'est un grand projet national d'éducation israélienne
docteur d'Anseama, docteur d'éducation. Je peux l'imaginer aussi moi-même. J'aimerais bien faire quelque chose grand comme ça me ferait beaucoup de bien. Ma sœur la leaderait, croit que je vais être le ministre de l'Éducation. Oui. Mais pas tout le monde s'en fait pour la politique. Je crois pas que j'ai le sang pour être... D'accord. Ouais. Et toi, tu crois quoi? Moi, je veux me réveiller le matin et ne pas appuyer sur le noudnik dans le portable. Ok. Ça veut dire, je veux pas pousser le... Je veux pas penser, est-ce que je me réveille ce matin ou que je vais avoir envie de me réveiller le matin à ce que je fais. Si c'est être éducateur, je fais dans une école, ok. Si c'est être quelque chose de grand ou un docteur d'éducation, c'est tout ce qui me fera heureux de me lever le matin. En tout cas, c'est dans l'éducation. Ouais, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'aime faire. Ouais. Dan, merci beaucoup. On va te remercier, on va te dire au revoir, on va te souhaiter bonne chance. On va mettre un terme à cette émission. Je tiens à vous rappeler cependant le numéro de la boîte vocale 050 430 80 20. Vous pouvez télécharger l'application Studio Qualitas sur l'App Store et sur Google Play. Et nous retrouver la semaine prochaine dans Plein l'Ado. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Plein l'Ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.